on y va tout de suite. Donc le sujet du jour, c'est le financement de la reprise. Donc moi, je suis Le Mercier, Chambre de commerce et d'industrie. Et puis, deuxième animateur principal, peut-être même d'ailleurs, en l'occurrence, Éric Joly, puisqu'il sera question de financement. Donc bien évidemment, on ne peut pas parler de financement sans parler effectivement de financement bancaire. Et en l'occurrence, ce sera notre représentant bancaire pour ces 50 minutes, je crois, que nous allons passer ensemble. Voilà, donc le financement est un aspect essentiel de la reprise. C'est souvent par lui d'ailleurs que des projets se font ou malheureusement ne se font pas précisément. Oui, un certain nombre de projets n'aboutissent pas, ce n'est pas une surprise bien sûr, parce que tout simplement on n'a pas réussi à obtenir un financement. Donc c'est parfois même une question épineuse, donc il en sera bien évidemment question. Donc Monsieur Joly va surtout nous parler du regard du banquier sur le projet de reprise. Qu'est-ce qui fait qu'une banque finance ou parfois ne finance pas? Quels sont les critères d'acceptation, je dirais, bancaire? Qu'est-ce qui est regardé? Et surtout, et peut-être aussi, qu'est-ce qu'un bon dossier en langage de banquier, si j'ose dire? Donc, qu'est-ce qu'il faut présenter pour obtenir et pour passer la barrière bancaire? Voilà. Je parle de barrière parce que surtout par les temps qui courent, on en parlera probablement, il en sera question, et c'est vrai que le contexte est parfois difficile, depuis maintenant 2008, donc on parle de resserrement, je dirais bancaire, donc il en sera bien évidemment question. Voilà, donc je vais passer la parole tout de suite à monsieur Joly pour rentrer, si j'ose dire, de plein pied dans la technique, et puis on finira par quelques exemples de montages financiers sur lesquels d'ailleurs j'ai eu l'occasion de travailler cette année et l'année dernière, que je vous présenterai, qui ne sont pas forcément des modèles, simplement des exemples. Et puis on se gardera surtout un temps de questions-réponses. Voilà. Bonjour à tous. Donc effectivement, Éric Joly du CIC Bretagne. Donc on va parler du financement de la reprise d'entreprise, qui est un sujet fort intéressant, fort riche, qui amène souvent beaucoup de questions. On va déjà partir dans un contexte général, décrire certaines bases du financement, du business plan, de la partie privée de repreneur, pour ensuite après décrire les deux façons, on va dire, essentielles de la reprise d'entreprise, à savoir un rachat de fonds de commerce ou un rachat d'entreprise via une dette LBO. Donc on va aller dans cette direction. L'idée, comme le disait Monsieur Le Mercier, c'est surtout d'avoir un échange. Il y a de l'information descendante, c'est une chose, mais surtout n'hésitez pas à nous interrompre, à nous poser des questions. On va le plus concret possible et le plus dynamique possible aussi dans nos échanges. Donc vraiment n'hésitez pas au fur et à mesure si vous avez des interrogations ou si vous avez des questions. Alors le financement d'entreprise, déjà il faut savoir que c'est en gros entre 17 000 et 18 000 entreprises en Bretagne qui vont changer de main dans les 10 ans à venir. Donc ça représente quand même quelque chose comme 10 000 emplois. Donc on est quand même sur des montants, sur des niveaux d'embauche importants. Et 6 sessions sur 10 aujourd'hui se font pour des questions de départ à la retraite. Alors évidemment, compte tenu de la pyramide des âges, on voit bien qu'il y a beaucoup de cédants potentiels sur le marché. Maintenant, entre des cédants potentiels et des cédants réels qui anticipent leur cession, on est dans un autre domaine, et il faut des fois faire mûrir ces cédants-là pour les amener à céder leur entreprise. Les éléments financiers, donc on va s'appuyer sur un PPT, mais pas seulement, je ne suis pas trop fan des PPT. Donc on va regarder les plans de financement, les états financiers et l'influence du schéma juridique et des garanties. Évidemment, on va y répondre. Alors sur le plan de l'approche globale des différents besoins financiers. Sur un plan privé, volontairement, je commence par ce thème-là, parce que souvent, c'est un thème qu'on aborde peu et qui pourtant est primordial dans la bonne réussite d'une reprise d'entreprise, sous quelque forme qu'elle soit, à la fois sur un plan
financier, puisqu'en fait, il faut qu'il y ait une vraie cohérence des éléments financiers entre les revenus que vous pensez prendre pendant la reprise après la reprise de l'entreprise et votre niveau de charge personnelle. On a malheureusement des fois, alors je force le trait pour qu'on comprenne bien, des revenus prévisionnels qui sont de l'ordre de 1 500 euros. Aïe, elle est tombée. De 1 500 euros pour des remboursements de 10 000 euros. Forcément, on voit que ça va coincer rapidement. Je force le trait, mais c'est quelque part une banalité, mais j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais c'est important aussi. Là aussi, en fonction de votre situation personnelle, en fonction s'il y a des revenus du conjoint, s'il y a des revenus du patrimoine, vous allez pouvoir être en situation de reprendre une entreprise sans forcément de pression forte financière. Si vous avez les moyens de vous passer de 6 mois ou 8 mois de salaire dans le début de la reprise d'entreprise parce que vous avez le patrimoine qui convient ou parce que vous avez le conjoint qui gagne sa vie, ça peut aussi être, pas un facilitateur, mais ça peut vous enlever un poids. Donc c'est bête à dire, mais ça peut être important. Et puis, sur un plan privé, je crois qu'il faut vraiment prendre en compte le fait que la reprise d'entreprise, c'est un vrai projet familial. Ce n'est pas juste une aventure humaine personnelle. Vous allez être très, très, très impliqué. Vous allez souvent être seul. On parle souvent de la solitude du chef d'entreprise. Mais vous allez être très impliqué, certainement au-delà d'horaires raisonnables, de temps en temps en tout cas. Et il faut aussi que vous ayez le soutien de votre environnement familial, amical, enfin en tout cas personnel. Ça, c'est quelque chose qui ne se quantifie pas, qu'on ne marquera nulle part sur aucun business plan, mais qui est pour autant très important. Voilà, donc je voulais commencer sur cet aspect-là. Sur le plan économique et financier de l'entreprise convoitée, alors bien évidemment, les données économiques et financières qui sont à obtenir sont les bilans des 3 ou 4 dernières années de l'entreprise, une attestation de chiffre d'affaires par l'expert comptable entre la date du dernier bilan et la date d'acquisition de l'entreprise. Alors, vous reprenez une entreprise en novembre, vous allez avoir une attestation du chiffre d'affaires jusqu'au 31 août. C'est normal, vous n'allez pas l'avoir à fin novembre, puisque aujourd'hui vous ne l'avez pas, mais c'est important aussi de voir dans quelle dynamique l'entreprise se positionne. Est-ce que le cédant est toujours volontaire? Est-ce qu'il est toujours en capacité de donner une dynamique à son entreprise? Ou est-ce qu'il a déjà commencé à lever le pied? Ça, c'est important aussi. Après, il va falloir connaître toute la partie clientèle. Est-ce que sa clientèle, comment est répartie sa clientèle? Est-ce que c'est une clientèle particulier, de professionnels d'entreprise, de public? Parce que derrière, il y a des conséquences très importantes, notamment en termes de mobilisation du poste client. Après, il faut voir aussi la répartition de la clientèle. La répartition de la clientèle, est-ce que vous achetez une entreprise avec un client qui pèse 75% du chiffre d'affaires, ou est-ce que vous avez un poste client qui est très diffus et qui, auquel cas, vous sécurise? Parce qu'on verra tout à l'heure dans les différents niveaux de difficulté niveau de difficulté connu après la reprise d'une entreprise, la perte de clientèle est une donnée très importante. Mais inversement, il faut aller voir aussi quels sont les fournisseurs. Vous pouvez avoir des entreprises qui sont très exposées à ce qu'on appelle le risque fournisseur. C'est-à-dire que si vous êtes très dépendant d'un fournisseur sur un domaine spécifique et que ce fournisseur-là, pour des raisons X ou Y, vous ne vous entendez plus sur un plan commercial, sur un plan financier, sur un plan... est-ce que lui va bien financièrement aussi? Il faut que vous ayez également une solution de rechange, parce que sans fournisseur, c'est compliqué de faire des affaires. Avoir aussi tout ce qui est contrat de location en cours, les baux en cours, vous rachetez un fonds de commerce, le bail se termine dans 1 an. Bon, il faut s'assurer quand même qu'il sera renouvelé. Ça fait partie des éléments basiques de la reprise d'entreprise. Et puis des éléments qui sont
vraiment non valorisé, on va dire, dans un bilan. Vous avez un actif qui est très riche et très compliqué, c'est les hommes, l'humain, où là, il va falloir autant faire que se peut, retrouver les hommes clés dans l'entreprise, qui génèrent du chiffre, qui est capable de gérer, qui est capable de vous épauler. Et ça, c'est très très compliqué parce que là aussi, on voit bien que des problèmes RH après la reprise d'une entreprise sont constatés très souvent de la part de collaborateurs qui étaient jusqu'à maintenant s'entendaient bien avec le cédant et qui jusqu'à là, changement de cédant, ne s'entendent plus forcément. Donc ça, c'est compliqué à faire avant la reprise, mais les rapprochements avec le cédant, les visites en entreprise, vous devez impérativement gérer cet aspect-là des choses. Alors sur la détermination des besoins dans un plan de financement, vous avez, alors on y reviendra tout à l'heure, hein, mais vous avez à la fois, vous devez prévoir des ressources pour la transaction en elle-même, c'est-à-dire la valorisation de l'entreprise au travers de ces titres ou au travers du fonds de commerce. Et puis vous avez aussi beaucoup de frais annexes à prévoir qui sont les frais de cabinet spécialisé, des frais d'avocat, des frais de constitution de société, voilà, divers et variés, des frais de notaire, des frais de conseil. Et puis, le renforcement de la trésorerie, on y reviendra après, savoir comment on peut la consolider. Souvent, il faut mettre, il y a des financements à faire par rapport à ce renforcement de trésorerie. Alors, qui finance? Vous avez différents financiers. Vous avez vous, en tant qu'entrepreneur potentiel, avec votre apport. Vous avez la banque qui est en général un peu incontournable. Vous avez aussi des capitaux risqueurs, vous avez des business angels, vous avez des apports amicaux, vous avez tout un tas de choses qu'on va réévoquer après. Mais c'est assez large, les sources de financement. Et vous avez aussi le cédant. On reviendra aussi pour voir comment il peut intervenir dans le financement de votre reprise. Alors après, vous avez deux types de besoins vous avez des besoins stables, des besoins durables, les financements longs, donc tout ce qui est immobilisation. Et puis vous avez des besoins en fonds de roulement, donc c'est tout ce qui est financement court et cyclique. Là, c'est important aussi, on en parlait tout à l'heure au niveau des clients, au niveau des fournisseurs, mais vous avez des activités qui sont consommatrices de cash et vous avez des activités qui sont excédentaires. Deux activités excédentaires qu'on comprend facilement. Vous prenez une boulangerie, délai de paiement des clients 0, délai de paiement du fournisseur, le minotier, forcément ce sera de trésorerie excédentaire. Vous prenez la grande distribution, vous êtes dans des excédents aussi de trésorerie. A contrario, vous pouvez être dans des activités qui demandent du cash parce que vos délais de clients sont longs, parce que le fournisseur ne va peut-être pas vous accorder non plus des délais de paiement, notamment au moment de la reprise ou juste après la reprise, et parce que vous pouvez aussi porter des stocks relativement lourds. Juste une petite chose, parce qu'on disait effectivement qu'on faisait dans le concret tout à l'heure. Comment ça se passe effectivement? Parce que l'estimation des besoins, une fois qu'on a dit ça, c'est pas toujours très simple. Hein, ça suppose effectivement d'être un petit peu familiarisé avec les aspects financiers de l'entreprise. C'est vrai, quand on arrive comme ça sur un projet de reprise, on n'est pas toujours prêt à tout ça. Qui fait ça? C'est le banquier qui fait les calculs? Bon, en général, les gens viennent vous voir avec déjà des choses un peu formalisées? Est-ce que l'expert comptable a travaillé? Est-ce que vous laissez travailler l'expert comptable avant d'intervenir sur la quantification des besoins? Comment est-ce qu'aujourd'hui une banque, je dirais, se positionne très concrètement sur cet aspect-là des choses? Comment est-ce que ça se passe de manière très concrète? Alors très concrètement, la réponse, elle vient après. Il faut financer les besoins par des ressources de même durée. C'est basique, mais en même temps, c'est très concret. C'est-à-dire, autant on ne finance pas une voiture sur 20 ans, autant on ne financera pas une maison sur 2 ans. Donc une fois qu'on a dit ça, du matériel informatique, on ne va pas le financer sur 20 ans, ce sera sur 2-3 ans. Un véhicule, selon le nombre de kilomètres qui va effectuer, on va être sur 5 ans. Voilà, enfin, et là, on est dans du concret par rapport à la durée de vie du matériel qu'on va utiliser.
c'est du basique. Alors, il y a l'expert comptable qui peut vous aider parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amortissement. Donc, en général, le financement, on le cale avec la durée d'amortissement. Mais il faut vraiment être concret. Un véhicule d'occasion, j'avais tout à l'heure quelqu'un qui me disait, tiens, j'achète un véhicule d'occasion, sur combien de temps vous... Bon, vu le kilométrage qu'il m'annonçait, 2 ans, c'était un grand maximum. On n'allait pas le financer sur 7 ans. Pareil sur les financements d'entreprise. Un rachat de fonds de commerce, en général, on ne dépasse pas 7 ans. Et des financements de titres, on ne dépasse pas 7 ans non plus. Donc, il y a des normes. Et c'est pareil, c'est du concret. On se rapproche de la durée de vie du produit. Des stocks, pareil, des stocks, on ne va pas les financer sur 10 ans. Enfin, vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, après, bien évidemment, il y a tout un calcul qui se fait. Sur la partie trésorerie, dans le cas d'une rachat, alors plus d'un rachat d'entreprise qu'un rachat de fonds de commerce, vous devez, à mon sens, demander, exiger au minimum les 24 derniers mois de trésorerie de l'entreprise pour voir quel est son cycle, quels sont les besoins, est-ce qu'il y a une saisonnalité, est-ce que si vous êtes en période de croissance d'activité, forcément vous allez consommer du cash, mais est-ce que vous en consommez beaucoup, un peu? Là, c'est vraiment pour vous primordial pour réussir à vous projeter dans l'entreprise, parce qu'on verra tout à l'heure que la trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre d'une entreprise. On va aborder rapidement les étapes prévisionnelles que vous connaissez, le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel, le plan de trésorerie. Là, on va revenir un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le plan de financement. Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. En plus, je sais qu'on est un peu court en délai, donc on va essayer d'être efficace. Bon, vous voyez les frais d'établissement, statut publicité, l'investissement, le fonds de commerce ou la cession, du bâtiment, du matériel, du stock. Les ressources, alors là, c'est pareil. Vous avez là votre rapport personnel qui peut se mettre en capital ou en compte courant. La petite aparté sur le capital d'une société que vous créez. N'oubliez pas que vous êtes dans la première année de l'entreprise, que sauf avoir une boule de cristal, vous ne savez pas quel va être le résultat d'exploitation de l'entreprise que vous reprenez au bout d'un an. Et que si vous partez avec un capital trop faible, vous risquez d'avoir si vous avez un capital trop faible et que vous avez une perte au moment de la première année, liée notamment à des frais inhérents à la reprise, donc qui passent intégralement en première année, vous risquez d'avoir soit une perte de plus de la moitié du capital social, soit des capitaux propres négatifs. Ce qui, en général, n'est pas très souhaité par le banquier, parce que ça vous met un clignotant rouge, mais ce qui n'est pas aussi bien vu par la Banque de France, qui, elle, vous met aussi un clignotant rouge dans ce cadre-là. Donc, pensez à quand même dimensionner suffisamment le capital social initial pour éviter ce genre de désagrément. Ça, c'est vraiment c'est de l'aménagement de forme, mais la forme, des fois, peut aussi avoir des conséquences dommageables par la suite, parce que si vous avez un clignotant rouge Banque de France, en général, les fournisseurs peuvent interroger la Banque de France et du coup, les délais de paiement qui étaient de 30 ou 40 jours vont être ramenés au paiement au cul du camion parce qu'ils estiment qu'il y a un risque auprès de votre entreprise. Donc, conséquence sur la trésorerie. Il peut y avoir tout un système d'aide, de primes et de prêts d'honneur. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très très large et surtout, c'est très spécifique selon les régions. Le plus simple, c'est de s'adresser à la CCI, qui, elle, en général, a une bonne connaissance des dispositifs complets en termes de prêts d'honneur via des plateformes, en termes de prêts BRIT, prêts à la reprise d'entreprise, et autres aides, même des fois départementales et régionales. Puisqu'on en parle, on peut peut-être effectivement l'évoquer. Bon, simplement pour vous dire qu'effectivement, je dirais, les chambres peuvent vous donner l'information à ce niveau-là. Je vous conseille vivement d'ailleurs, avant la formalisation du projet, de vous adresser à votre chambre de commerce locale. Vous listez l'ensemble des dispositifs possibles en matière de reprise. Il serait probablement un peu difficile là, sur ce temps imparti. Ce qu'on fait, nous, traditionnellement, c'est sur la base d'un questionnement avec le repreneur, de savoir un petit peu ce qu'il veut faire, quel est son projet, quels sont les éléments d'investissement, quelle est la nature des éléments d'investissement, quelle est la localisation du projet. Tout ça sont des paramètres importants, décisifs pour les dispositifs existants. Donc à partir de là, je dirais sur la base d'un questionnaire, d'une certaine maîtrise d'informations par rapport à votre projet, on pourra bien évidemment vous flécher vers les bons dispositifs. Alors,
je ne voudrais pas laisser croire d'ailleurs que les dispositifs sont importants et sont nombreux en matière de financement. Je pense au financement public, très concrètement. Parfois, ils existent, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile pour des raisons qui ne vous échapperaient pas, bien évidemment. Bon, mais néanmoins, je dirais, votre chambre de commerce, votre conseiller local de proximité est probablement, je dirais, un bon interlocuteur sur lequel il faut vous appuyer en vous disant qu'un projet ne se fait pas parce que les dispositifs d'aide sont nombreux. C'est souvent un petit peu la cerise sur le gâteau. Je pense qu'il faut surtout le prendre comme ça. C'est même dangereux. Moi, je vais jusqu'à dire, alors vous avez parfaitement la possibilité de ne pas partager mon point de vue, mais je vais parfois jusqu'à dire que c'est la cerise sur le gâteau et qu'il ne faut pas le prendre en compte dans le plan de financement initial. Ou en tout cas, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut parfois amener à des situations très difficiles. Ça m'est arrivé, pas plus tard que le mois dernier, où une personne avait spéculé sur des dispositifs financiers. Malheureusement, ce genre de dispositifs font l'objet de commissions, il faut avoir des accords, et puis en l'occurrence, là, il n'y avait pas eu d'accord. Je peux vous dire qu'effectivement, ça a planté le projet et ça mène à des situations très difficiles par la suite. Donc c'est le plus. C'est impératif d'aller chercher les dispositifs avant la réalisation du projet. C'est une règle en matière de comptabilité publique, c'est-à-dire qu'il faut faire la demande d'aide avant la réalisation du projet, certes, mais en tout état de cause, je peux vous dire avec fermeté que ce n'est que la cerise sur le gâteau, qu'on ne reprend pas une entreprise parce qu'on a obtenu des aides. Fondamentalement, l'idée principale, c'est de réussir à convaincre la banque. Bon, néanmoins, bien sûr, adressez-vous à votre chambre de commerce. Nous, on est là aussi pour, je dirais, vous orienter parmi l'ensemble de ces dispositifs. Voilà. Je ne voulais pas en dire plus sur les dispositifs de reprise ou de création ou de financement public. Bon, néanmoins, je suis à votre disposition sur le sujet. Ça fera peut-être l'objet de questions tout à l'heure. On peut se garder ça pour après. Donc complété bien entendu par les emprunts bancaires et puis de la trésorerie court terme, de la remontée de dividendes éventuellement dans le cadre d'un montage LBO et aussi un crédit vendeur qui peut s'imaginer sur une durée plus ou moins longue. Sur le compte de résultats prévisionnels, alors là, en tant que banquier, on voit beaucoup de choses. Et ce qui est vraiment très important, parce qu'autant les charges prévisionnelles, on va dire elles sont relativement faciles à déterminer. Le loyer, vous avez un bail, vous savez combien vous allez payer. EDF, GDF, il y a des professionnels qui peuvent vous estimer votre consommation en fonction de votre activité. Toute la partie charge de personnel, dotation d'amortissement, votre expert comptable peut vous le faire facilement. En revanche, tout ce qui est chiffre d'affaires prévisionnel, là, c'est pas compliqué, c'est du concret et encore du concret. Alors, quand vous êtes dans le cadre d'une reprise, on voit souvent des prévisionnels avec une croissance à plus 5, plus 10, plus 20% durablement. J'aurais envie de vous dire que la personne qui vous cède l'entreprise est une personne qui a mis ses tripes, qui a fait fonctionner son entreprise, qui s'y investit, qui connaît parfaitement les clients, qui connaît parfaitement les fournisseurs, qui connaît ses équipes, qui connaît tous les points forts de son affaire et peut-être les points faibles. Vous allez arriver, vous ne connaîtrez ni l'environnement humain, ou peu. Ce sera peut-être l'occasion pour certains de vos fournisseurs et clients de renégocier les contrats. Vous allez être dans une situation où vous allez vous avez un handicap de repreneur. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous passez derrière une personne qui connaît très bien son affaire. Alors certes, vous pouvez amener et vous allez amener des nouveautés, vous allez peut-être vous positionner stratégiquement un peu différemment, vous avez plein d'idées et c'est très bien. Maintenant, ne sous-estimez pas le cédant. Le cédant s'est investi pendant des années et il a tout fait pour réussir. La preuve, il arrive à vous vendre votre entreprise, c'est qu'a priori, elle est rentable, sinon il n'arriverait pas à la vendre. Oui, et puis il y a aussi une période de transition qui est à faire. Ce n'est pas simple de reprendre en main une entreprise et passer après un cédant quand il a été le créateur qui a exploité pendant 20 ans, parfois plus. Donc il y a forcément une période de transition, alors qui dure plus ou moins de temps. On la situe entre 6 mois et 1 an. Pendant, là, il y a effectivement des facteurs de risque. Donc il faut aussi que vous l'intégriez, bien évidemment, au moment de la reprise. Donc partir sur des niveaux de croissance de plus 15, de plus 20.
bon, c'est envisageable. Par contre, il faudra que vous soyez en capacité, il faut toujours être en capacité de pouvoir justifier une progression de chiffre d'affaires. Ou alors, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on voit parfois des prévisionnels en création ou en reprise avec des niveaux de progression, effectivement, comme le disait M. Joly, de plus 20, plus 30. Bon, pourquoi pas, mais attention, il faut le justifier. De la même façon, quand on a un résultat net de 10 sur l'exercice antérieur et qu'on passe subitement à N+1 au moment de la reprise à plus 20 ou plus 30, il faut impérativement le justifier. Donc tout ce que vous faites, faites-le avec votre expert comptable, bien évidemment, mais en tout état de cause, toujours être en capacité d'expliquer, de justifier et d'avoir une vision extrêmement précise de la suite des événements. Et pensez bien à cette période de transition qui amène toujours une période de flottement à un moment donné, qui dure plus ou moins de temps, idéalement le moins de temps possible. Alors, il ne s'agit pas de faire un crash test. Certains s'y amusent d'ailleurs, c'est parfois une solution, de regarder quel niveau d'élasticité on a, un chiffre d'affaires constant, un chiffre d'affaires à plus 10%, à plus 5%, voire à moins 10, à moins 15. Certains affichent même des chiffres d'affaires à moins 10 la première année, en disant parce que, je dirais, le cédant avait l'entreprise en main, parce que c'était un bon professionnel et que le temps que moi je fasse en tant que repreneur mon apprentissage, il y a un risque, il y a un risque, en tout cas il y a une probabilité de baisse d'activité. Donc je peux aussi, pourquoi pas, l'intégrer dans mon provisionnel. C'est aussi une façon ça peut être une façon, pourquoi pas, de présenter le dossier. De toute façon, si vous ne le faites pas, nous on le fera. C'est-à-dire qu'on ira calculer jusqu'à quelle perte de chiffre d'affaires et quelle perte de rentabilité vous pouvez supporter dans le cadre de la reprise, pour voir dans quelle mesure et jusqu'où vous réussissez à rembourser vos engagements. Alors, quelque chose qui est important et qui a été dit par M. Lemercier, faites votre prévisionnel avec l'expert comptable. Moi, j'aurais tendance à dire, ne faites pas faire le prévisionnel par votre expert comptable. Le pire pour un banquier, je vous le dis, et le pire pour vous, parce que c'est en premier lieu, c'est vous qui prenez le risque, c'est quand on a un chiffre d'affaires et qu'on le demande, mais le chiffre d'affaires est construit comment? Et que la réponse c'est je ne sais pas, c'est mon expert comptable. Là, très honnêtement, pour nous, ça prouve quoi? Ça prouve un manque d'implication dans le projet et un pilotage un peu à l'aveugle. Parce que dans le cadre d'une création, c'est très dur à faire, mais ça n'empêche pas de faire des hypothèses. Dans le cadre d'une reprise, on part sur quand même un existant. Et je pense qu'une bonne analyse du poste client, des contrats, des devis signés et autres, permettent de savoir un petit peu où on va. Donc le pire, prenez-vous la tête le temps qu'il faut, mais faites votre compte de résultat prévisionnel avec peut-être, pour vous sécuriser, une vision optimiste du compte de résultat, enfin optimiste, oui, optimiste, une pessimiste et puis une intermédiaire. Mais ne soyez pas pris au dépourvu par rapport aux chiffres d'affaires escomptés. Et surtout, marquez vos propres chiffres. Ce n'est pas les chiffres de l'expert comptable. Alors vous serez forcément mis, vous l'avez compris, en tout cas c'était en filigrane dans les propos de M. Joly, vous serez mis sur le grill, comme on dit, vulgairement, par le banquier pour savoir un petit peu quel niveau d'appropriation vous avez eu sur le dossier. Et ça pose plus largement la question de la relation avec vos conseillers. Ce n'est pas forcément très simple. Il y a bien évidemment, il est impératif, toutes les conférences auxquelles vous pouvez assister, tout le monde vous recommandera bien évidemment effectivement de s'entourer de conseils. C'est absolument essentiel, surtout en matière de reprise, mais globalement, quel que soit le projet, création ou reprise. Donc il est impératif d'avoir une équipe de conseils autour de vous. Par contre, ne faites pas confiance aveuglément à vos conseils. Il est impératif surtout effectivement de tout maîtriser. C'est la responsabilité du repreneur de tout maîtriser, y compris les éléments financiers. Toujours tout comprendre, avoir un regard sur tout, et faites en sorte de maîtriser la totalité de votre dossier, aussi bien les aspects juridiques que financiers et que économiques. Alors économique, on le comprend aisément parce qu'en général, c'est le domaine d'appropriation, ou le domaine de prérogative du repreneur en tant que tel. C'est vrai que l'expert comptable ou l'avocat intervient peu sur le champ économique, donc souvent, effectivement, je dirais, c'est le domaine de prérogative du repreneur, mais au-delà, demain, vous serez en situation de dirigeant, donc je dirais la gestion de l'entreprise, la capacité d'autofinancement, le niveau de BE, le rapport de capitaux propres sur le niveau d'endettement, le rapport de résultat net sur le capitaux propre deviendra bien évidemment votre affaire, n'est surtout pas la seule affaire de l'expert comptable.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, de l'implication. Et vous aurez certainement plusieurs casquettes en tant qu'entrepreneur, à la fois une casquette de gestionnaire, à la fois une casquette de gestionnaire financier, de gestionnaire de ressources humaines, de rapports de négociation avec les clients, avec les fournisseurs, de démarchage, de commercial. Peut-être une casquette un peu fiscale ou comptable, peut-être une multitude de casquettes. Après, vous avez des domaines que vous maîtrisez, des domaines de facilité, des domaines que vous aimez moins. Entourez-vous correctement de bonnes personnes, justement pour pallier ces manques. Sur le plan de la trésorerie, bon, on le disait tout à l'heure, on ne va pas aller dans ce détail-là, mais en tout cas, avoir l'historique de la trésorerie, ça c'est impératif, et surtout avoir le plan de trésorerie prévisionnel, ça, l'expert comptable le fait très bien avec des modulations des prévisions informatiques. Mais on a bien compris qu'en fait, ce qu'on va donner à manger à la machine, ce sera quand même bien vous qui allez le rentrer et surtout pas le comptable. Derrière, vous allez avoir, en fonction de ce plan de trésorerie, des aptitudes ou non à pouvoir rembourser votre crédit, surtout dans le cadre d'une dette LBO. Donc le plan de trésorerie est intéressante et primordiale. Beaucoup de difficultés d'entreprise proviennent de la trésorerie. Maintenant, n'hésitez pas dans vos projections de compte de résultats prévisionnels. Il n'est pas interdit d'imposer à votre expert comptable de dire je pensais avoir cette rentrée importante au mois de mars, mais si je ne l'ai qu'en juin, pour une raison X ou Y, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est votre responsabilité. Et après, la modélisation sera toute seule, mais vous saurez jusqu'où vous allez. Alors, deux types, mais ce qu'on rencontre le plus souvent dans le cadre de reprise d'entreprise, vous avez soit la reprise d'un fonds de commerce, soit la reprise de titres d'une société. Donc, qu'est-ce qu'on finance? Soit on finance un rachat de fonds, soit on finance un rachat de parts. Alors, dans le premier cas, rachat de fonds de commerce, on est sur des activités, on va dire, plus simples ou des montants peut-être plus petits. Le fonds de commerce, vous avez la clientèle, hein, vous avez le droit au bail, vous avez la marque, vous avez du matériel, vous avez du stock, vous avez des marchandises. Voilà, ça vous le financez en général sur 7 ans. C'est issu d'une négociation entre cédant et acheteur, et vous créez une société qui va acheter le fonds de commerce et qui va rembourser l'emprunt. Là, on est sur un schéma, on va dire, simple. Voilà. Après, vous avez la cession, le rachat de parts. Donc, le rachat de parts, on va revenir au montage précédent. Pour acheter une société cible, puisque c'est comme ça qu'on l'achète, vous allez être obligé de constituer une société de capitaux, une société holding, qui, elle, va emprunter pour acheter la cible. Alors, le mieux, c'est d'avoir une cible dépolluée de l'immobilier. Souvent, on a des cibles dans lesquelles on retrouve de l'immobilier, parce que historiquement, l'entreprise a elle-même acheté les locaux au lieu de la faire acheter par une SCI, parce que historiquement, il y a peut-être aussi des dispositifs fiscaux ou des volontés patrimoniales qui se sont faites comme ça. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est plus compliqué d'aller financer un rachat de parts d'une entreprise dans laquelle vous avez de l'immobilier. Parce que l'immobilier a une valeur, mais ce n'est pas pour autant que l'immobilier a une valeur, que la rentabilité de l'affaire seule va permettre de rembourser à la fois la valeur de l'entreprise et la valeur de son immobilier. Donc il faut imaginer vraiment au maximum, un schéma qui permette d'isoler l'immobilier dans la SCI. La SCI louera les locaux à la société d'exploitation et d'avoir un schéma de reprise hors immobilier. Alors, dans le principe, la holding emprunte et la société cible dégage des résultats pour remonter des dividendes. Alors, en général, ce que le repreneur recherche, c'est ce qu'on appelle un effet de levier maximum. Alors, l'effet de levier maximum, c'est apporter personnellement le moins possible, emprunter le plus possible auprès de la banque
et avoir un minimum de dilution de capital entre la holding et la société cible. Alors évidemment, vous voyez bien les limites de cet effet de levier maximum. La banque, si vous apportez, certes, vous allez vous investir personnellement et au quotidien dans votre entreprise. Maintenant, si vous ne voulez pas vous investir financièrement, ça va être difficile de croire en votre projet si vous n'y croyez pas. Ça, c'est un projet, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est si on peut diluer un peu le capital, mais attention, s'il y a dilution de capital, la part des dividendes qui va remonter à la société holding va être elle aussi diluée. Donc il va falloir le prendre en compte dans le remboursement de la dette. Et la troisième chose, c'est qu'il faut bien réussir à calibrer la dette de l'entreprise parce que ce qu'il faut, c'est que l'aventure soit positive et éviter une pression trop forte. Il faut bien vous dire que quand vous rachetez une entreprise, vous allez vous comparer à d'autres concurrents qui sont sur le même secteur d'activité. Il y en a qui ne vont pas porter de dette et vous allez porter une dette. C'est un peu courir comme avec un sac à dos plein de pierres pendant que les autres courent sans rien. Alors ils vont peut-être courir moins vite que vous au point de départ, mais vous avec le sac à dos plein de pierres, ça va être plus compliqué de courir aussi vite qu'eux. Donc c'est aussi, il faut le savoir, c'est un poids lié au schéma de reprise, mais c'est un poids. Donc la reprise d'entreprise via ce montage-là nécessite certaines règles afin d'avoir un niveau de pression financière le moins fort possible. Alors ce qu'on retrouve dans l'entreprise, donc on est bien d'accord, c'est les résultats nets qu'on peut remonter sous forme de dividendes. On peut aussi remonter des réserves distribuables. Ça, c'est une chose des fois qu'on oublie, mais les réserves distribuables, elles sont en haut à droite du bilan, sont remontables, en tout cas pour faire face notamment à éventuellement un premier exercice déficitaire qui ne vous permettra pas de remonter de dividendes classiques, mais qui vous permettra de remonter de dividendes distribuables. D'où l'intérêt de connaître ce niveau de dividendes distribuables, antérieur évidemment. Et après, bien évidemment, il y en a le binôme, qu'est-ce qu'on peut remonter auprès de la holding? Ça, on l'a dit, dividendes ou réserves distribuables. Mais est-ce qu'on peut le faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le niveau de trésorerie nécessaire pour le faire? C'est pas le tout d'avoir on peut avoir un résultat net positif, mais avoir une trésorerie négative qui ne permette pas de remonter la trésorerie sur la société holding pour aller payer l'annuité. Donc ça, c'est aussi un binôme qu'il faudra bien avoir en tête, d'où ce qu'on disait précédemment sur la trésorerie. La modélisation de la trésorerie future est importante. Alors après, on peut rentrer dans le détail. Moi, ce que je dirais surtout sur ce schéma-là, c'est qu'il faut laisser la possibilité de vivre, de se développer à la cible. C'est-à-dire que la cible en elle-même, la société cible, elle va devoir faire des investissements, donc ça, il faut le prendre en compte. Est-ce qu'elle fait des investissements faibles? Est-ce qu'il y a une société de service où il y a besoin d'acheter 3 ordinateurs? Auquel cas, ça peut être supportable. Ou est-ce qu'on est dans de l'industrie lourde avec des chaînes de production complètes à investir? Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'elle est consommatrice de cash ou est-ce qu'elle est excédentaire en cash? Ça, c'est pareil. Et puis, il faut impérativement se laisser des marges de manœuvre sur la cible. La vie d'entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez forcément connaître des aléas sur la durée de remboursement du crédit, sur 5 à 7 ans. Forcément, soit des aléas conjoncturels, soit des aléas économiques. Donc, il faut bien les prendre en compte. Nous, sur le principe, on se dit que le montage financier qui nous est présenté, il faut que ça tienne si le repreneur n'améliore rien. Alors vous allez dire, c'est pas très ambitieux de notre part, mais on part du principe de l'existant, de ce qui s'est fait dans le passé. Est-ce que ça tient si l'affaire continue telle qu'elle a connu, enfin telle qu'elle se développe dans le passé, et non pas sur des prévisions un peu farfelues de tout type que l'on peut voir. Donc, c'est pas très ambitieux pour vous, mais déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, déjà faire aussi bien que le cédant, en général, dans les premières années de la reprise, c'est déjà une très bonne performance. Alors après, les règles au niveau des banques, je vais donner quelques ratios rapides. Une dette LBO, une dette senior,
On l'a fait sur 7 ans, guère plus. Une dette sur un rachat de fonds de commerce, c'est pareil, c'est 7 ans. Et puis, tout ce qui est la mobilisation du résultat net pour remonter les dividendes. Si vous êtes dans une entreprise d'industrie, on n'ira pas au-delà de 70%. Et si vous êtes dans une entreprise de service, on peut aller jusqu'à 80% de mobilisation du résultat net, mais guère au-delà, en tout cas pas durablement. Donc avec ça, ça vous donne les critères un petit peu, la fourchette de qu'est-ce que vous pouvez acheter et comment on peut le rembourser. Alors le résultat net qu'on prend en compte, c'est le résultat net passé, la moyenne des résultats nets passés, hors exceptionnel. Et puis souvent, ce qu'on peut retraiter, c'est on retraite le salaire du dirigeant du cédant. Parce que souvent, dans des entreprises matures ou avec un dirigeant en place depuis un moment, on peut voir des postes de rémunération du dirigeant cédant relativement importants. Donc on peut retraiter ce résultat net-là, mais il faudra rajouter le vôtre quand même, puisque vous êtes là pour reprendre une entreprise et donc pour gagner votre vie. Donc c'est un peu basique, mais c'est quand même l'objectif aussi. Voilà, je vais terminer sur les difficultés qui sont à prévoir dans le cadre d'une reprise d'entreprise. C'était une étude qui est toujours d'actualité et qui est très très pertinente. Dans 25%, le chef d'entreprise qui a repris l'entreprise fait face à une perte de clients, perte d'un client ou d'un fournisseur. Dans 28%, on est face à un appareil productif inadéquat ou non compétitif. Dans 30%, on a un problème de trésorerie. 30% des repreneurs ont rencontré des problèmes de trésorerie au cours de leur reprise. Donc là, on a la possibilité selon la clientèle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'où l'intérêt de poser la question, on a la possibilité ou non de mobiliser le poste client, mais ça doit être la poire pour la soif. Parce qu'une fois que c'est fait une fois, c'est fait. Donc on peut pas réutiliser ce système-là. Dans 40%, le chef d'entreprise a connu un report de carnet de commandes, d'où l'intérêt aussi de ce que je vous disais tout à l'heure. Tiens, si la commande que j'escomptais arrive 3 mois ou 6 mois après, qu'est-ce que ça donne en termes de trésorerie? Et puis, dans 42%, les chefs d'entreprise ont rencontré des problèmes RH de tous ordres, à la fois de compétences internes, à la fois de motivation, à la fois de mobilisation. Donc là, il va falloir prendre un livre de chevet, peut-être de Freud, pour vous mettre dans la peau de psychologie et de relations humaines assez fortes, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien l'actif le plus riche, mais c'est aussi le plus compliqué. Voilà, donc soyez très très pratique par rapport au discours du cédant et par rapport à son conseiller. En général, un repreneur, il y a une phase de non-lucidité au moment de la reprise. Souvent, le repreneur potentiel est amoureux de la cible et n'a plus trop son esprit critique. Donc, gardez l'esprit critique, gardez les pieds sur terre et ne vous laissez pas endormir. Il faut être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, concret, concret et concret. On peut passer à quelques exemples chiffrés. On est à peu près dans le timing. Voilà, mais c'est plus pour illustrer. Bon, c'était trois exemples de prix d'achat et puis de montant total de besoins. Donc, il y avait pour trois cas pratiques. Donc, un restaurant, une entreprise, un commerce de services et puis une entreprise de BTP. Où là, on était sur une opération de cession de titres. Vous l'avez compris, qui sont des opérations un tout petit peu plus complexes. Bon, on va dire c'est déjà pour des entreprises un peu plus, avec votre accord, un peu plus, sous votre contrôle plutôt, un peu plus importantes. Voilà. Mais c'est vrai que quand il s'agit d'activités commerciales, c'est donc 90% des opérations de cession de fonds de commerce, qui sont les opérations les plus courantes. Voilà, donc là, il y avait un prix d'achat de 69. Il y avait autres. Alors, autres, c'est tout ce qu'il faut rajouter. Alors, je vous ai mis quelques exemples dans les autres. Alors, c'est les droits d'enregistrement. Vous savez que toute opération de cession ou d'achat fait l'objet, effectivement, il y a des droits d'enregistrement qui sont à payer, qui sont des droits de mutation, qui représentent à peu près 3%. Il y a toujours des frais de conseil. Donc, pensez-y. Mettez-y un petit peu d'argent. D'ailleurs, ça vaut la peine parce que bon, c'est aussi ça qui est il faut s'entourer, on le disait effectivement tout à l'heure, s'entourer de conseils en la matière. Donc il faut aussi, je dirais, prévoir la dépense. Des frais d'agence, en général, toute opération de cession reprise est accompagnée par une agence ou un cabinet de transmission. C'est parfois le cas, pas toujours.
Bon, difficile de vous donner des montants, mais enfin bon, ça oscille entre, parfois c'est au forfait, quand c'est des petits montants, bon, enfin c'est entre 6 et 8%, parfois plus, parfois ça peut aller jusqu'à 10%. Vous voyez que ça fait bon, 6 plus 3, on est souvent sur des frais, totalité des frais, c'est entre 10 et 15, on dit souvent. Ah, m'en veuillez pas, hein, je vous donne effectivement des grandes masses, simplement pour donner des éléments d'éclairage, ça dépend des projets, il y a beaucoup de choses, ça dépend des montants qui sont en jeu, bien évidemment. Des nouveaux investissements, tout projet de reprise, bon, il faut racheter le fonds de commerce, mais n'oubliez pas, il y a toujours aussi quelques éléments d'investissement. Bon, je reprends, là, en l'occurrence, c'était un restaurant, il y avait des normes, vous savez, qui vont s'imposer en 2015 en matière d'accessibilité ou de sécurité. Il y a forcément quelques aménagements à faire pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi pas, il peut y avoir un petit peu de restructuration bancaire. Enfin bon, quand il s'agit d'opérations de fonds de commerce, ce n'est pas des choses qu'on voit. Simplement, il faut partir avec un matelas financier. Hein. On va partir avec un fonds de roulement, comme on dit, en langage consacré. On va partir avec un matelas financier. Donc on met toujours un peu plus d'argent qu'il y a de besoins véritables. Et puis le surplus correspondant à la trésorerie, c'est un peu, on va dire, un peu la marge de sécurité qu'on peut avoir. Voilà. Voilà à peu près des frais. Donc, on était sur un projet de 80 000, 250 000 et 500 000 euros. Alors, je vous ai mis ici le résultat au final. Et puis, j'ai calculé des pourcentages. Je parle aussi sur le contrôle de la banque entre des montants d'apport personnel et de crédit bancaire. Donc sur un restaurant, vous voyez, bon, vous vous souvenez, il y avait 80 tout à l'heure, montant d'investissement 80, apport personnel 40 000, donc 50% d'apport personnel, et crédit bancaire 50%. Voilà, bon, on était dans ce montage-là, la personne avait obtenu un financement, et la négociation a été assez âpre. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'en matière de bar et de restaurant, tout ce qui relève des CHR, café, hôtel, restaurant, c'est souvent 50% d'apport personnel, hein, parfois même. On va redemander effectivement à Monsieur Joly ce que lui en pense. Bon, là, en l'occurrence, il y avait une exigence de la part du banquier d'apport personnel à 50%. Est-ce que c'est des choses que vous voyez traditionnellement sur les dossiers que vous étudiez? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de montant minimum en matière de personnel? Parce que c'est aussi des informations qui intéressent bien évidemment tout le monde. Oui, c'est reparti. Au niveau de l'apport personnel, bon, on n'a pas de normes très claires, enfin très formalisées. En revanche, il faut être clair. Aller porter un projet avec un apport personnel inférieur à 20%, c'est compliqué, quoi. Donc, je dirais que plus le secteur est tendu, on parlait des cafés, hôtels, restaurants, et c'est pareil, dans ce domaine-là, nous avons de très très bons professionnels comme nous avons des professionnels moins avertis. Et on peut avoir un apport plus important. Maintenant, effectivement, 20-25% d'apport est une norme qui est une demande de la part des établissements prêteurs. Voilà, donc on avait un crédit bancaire de 40 000 sur 7 ans, on le lisait effectivement tout à l'heure, plus une autorisation de découvert, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va avoir un partenaire bancaire, bien évidemment, l'objectif, c'est d'obtenir un financement, mais sur un financement de long terme, mais faites attention aussi au financement de court terme. Il faut avoir une approche globale en matière de financement d'entreprise, notamment au moment de la reprise. Et là, en l'occurrence, il y avait aussi une autorisation de découvert, puisqu'il y avait une activité saisonnière, vous le disiez tout à l'heure. Il faut parfois remonter sur les 24 derniers mois en matière de trésorerie pour effectivement mesurer un petit peu les oscillations de trésorerie. Et là, en l'occurrence, c'est une activité saisonnière. Donc, il y a des mois plus difficiles. Et notamment les mois de novembre ou les mois de décembre sont incontestablement plus difficiles. Donc il faut aussi préalablement autoriser, en tout cas négocier un découvert. C'est avec son banquier qu'on en parle en disant il va y avoir 2-3 mois difficiles, voilà globalement quelles sont mes prévisions en la matière. Mais tout ça se négocie avant. En général, quand le problème de trésorerie se pose, c'est souvent trop tard pour négocier. Donc tout ça s'anticipe bien évidemment. Donc pensez au financement, je dirais, durable, au financement de long terme, mais pensez bien évidemment et négocier globalement aussi sur des financements de court terme qu'on oublie parfois dans la négociation parce qu'on focalise sur le financement qu'il faut impérativement obtenir. L'autre exemple, donc voilà, écoutez, on avait, au lieu de parler de 50-50, on avait du 25-70, ce qui reste dans la conformité de ce qui était présenté tout à l'heure. Plus, on pouvait rajouter un certain nombre de choses, des crédits vendeurs. On trouve parfois, vous savez, où c'est le vendeur, le cédant, le vendeur qui apporte un petit crédit. Alors en général, c'est souvent des montants
sur des durées limitées, 18 mois, rarement au-delà de 36 mois, je ne vous cache pas. Ça reste toujours sur des montants extrêmement limités, moins de 10%. Et puis, je ne vous cache pas que bon, en fait, ce sont des opérations qu'on voit assez peu dans la pratique, hein, parce que ça oblige le cédant, il reste un petit peu immergé dans la gestion de l'entreprise. Bon, c'est malgré tout de l'argent qu'il faut financer. Moi, j'ai même vu parfois des crédits vendeurs qui étaient négociés, et puis au bout de 6 mois, il a fallu effectivement pour le repreneur aller rechercher du financement bancaire, hein, parce que sur 36 mois, ça ne passait pas, il a fallu renégocier 5 ans, enfin voilà. Mais bon, ce sont des pratiques qui se font, parfois sur du stock, mais qui sont à utiliser avec méfiance et circonspection, et en tout état de cause, toujours sur des montants extrêmement limités. Et parfois même des crédits vendeurs trop importants cachent d'ailleurs des surestimations, des surévaluations, hein, de valeur de fonds pour justement faciliter l'acceptation bancaire. Donc faites attention à ça. Puis en fait, dans la pratique, bon, ici, il y avait un crédit vendeur qui était limité, mais je ne vous cache pas que ça se voit dans la pratique assez peu. C'est effectivement néanmoins un point positif pour vous, parce que si le vendeur accepte de vous faire un crédit, c'est qu'il est relativement sûr de ce qu'il vous vend. Donc c'est aussi un point qui peut attirer votre attention. Alors évidemment, il ne faut pas que ça, comme on le disait, faut pas que ce soit 50% du financement. Mais en général, c'est un signe fort de confiance du cédant à la fois dans son entreprise et dans le repreneur que vous êtes. Donc ça peut être un point important aussi. C'est une option. Avec un petit élément supplémentaire, c'est que parfois, paradoxalement, c'est qu'en matière d'exigence de garantie, les cédants sont parfois encore plus exigeants que les banquiers et demandent des garanties à non plus finir parce que, bien évidemment, ils veulent se couvrir. Et c'est un peu le paradoxe. Je peux vous dire que je l'ai rencontré sur certains dossiers. Voilà. Puis enfin, dernier exemple. Bon, là, c'était une entreprise plus importante. Souvenez-vous, c'était une opération de cession de titres. Donc là, on était sur un rapport 23,72%. Et puis, on avait aussi un crédit vendeur. Alors, on parlait effectivement de la possibilité d'utiliser une partie du résultat ou d'utiliser une partie de la trésorerie, en tout cas excédentaire, qui peut aussi, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur les ressources internes de l'entreprise pour financer une partie de la reprise. Donc, c'est la notion de réserve distribuable dont on parlait tout à l'heure. C'est la notion de trésorerie. Imaginez qu'il y ait une trésorerie, ça peut arriver, une trésorerie pléthorique. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand il y a une trésorerie pléthorique excédentaire, on peut exploiter une partie, surtout si le cédant laisse la trésorerie à l'intérieur de l'entreprise, on peut affecter une partie de la trésorerie au financement. Voilà. Bon, là, on est sur des montages un peu plus compliqués, spécifiques à des opérations de cession de titres. On peut s'appuyer sur les ressources internes de l'entreprise pour financer une partie de la reprise. Capital risque. Ce sont des fonds d'investissement qui investissent avec des participations capitales ou éventuellement sous forme de comptes courants, bon, en l'occurrence sur des participations minoritaires au capital. Là, on est sur des opérations, je dirais souvent un peu plus importantes, mais qui se font. Ça fait aussi partie, bien évidemment, des pratiques. Voilà.